Bonjour à tous. Nous allons commencer cette plénière par un état des lieux, des données récentes concernant les inégalités sociales de santé et la place que peuvent prendre les professionnels de santé et les médecins généralistes dans leur prise en compte. Donc, les déterminants sociaux de la santé sont des facteurs, donc des dimensions de la vie sociale des individus qui impactent leur santé. Il y en a beaucoup. On peut en donner quelques-uns pour exemplifier, mais vous avez le niveau d'études, les revenus, les conditions de vie, les conditions de travail, le réseau social, etc. Donc, tous ces facteurs impactent la santé des populations et permettent d'expliquer et d'appréhender ce que sont les inégalités sociales de santé. Et donc, les inégalités sociales de santé sont des différences d'état de santé de la population liées à leur situation sociale. Donc, l'INSEE produit des données régulières sur la santé et les inégalités sociales de santé en France. Et là, ce schéma est très intéressant. Il montre l'espérance de vie à la naissance entre 1994 et 2023, des femmes en orange et des hommes en vert. Et donc, on peut voir qu'il y a une croissance régulière de l'espérance de vie à la naissance des hommes et des femmes, qui commence sur ce schéma en 1994, mais même si vous prenez les 50 années précédentes, les tendances sont les mêmes. On gagne environ 1 an d'espérance de vie tous les 5 ans. Donc ça a été vrai jusqu'à un certain point. Et donc vous voyez qu'aux alentours de 2020, l'espérance de vie a diminué, et donc pour les hommes et pour les femmes, liée à la pandémie de Covid-19. Mais plus généralement, on a l'impression que depuis 2016-2017, il y a une stagnation de l'espérance de vie. Alors, est-ce que c'est normal ? La médecine ne peut pas s'améliorer sans cesse, et donc il y a un plateau, c'est normal. Ou est-ce qu'il y a une crise dans la santé ? Est-ce qu'il y a un problème ? Alors, professeur Marmot est directeur de l'Institute of Health Equity à l'UCL, l'University College of London. Lui, il pense que la crise que nous voyons en santé est une crise sociale, et nous allons voir pourquoi. Donc, si on regarde en France, l'espérance de vie à 35 ans, à différentes périodes dans l'histoire. Donc, vous avez là 5 périodes qui sont représentées. 1991-99, 2000-2008, 2009-2013, 2017-2019 et 2020-2022. Et donc, une notion importante que l'on peut voir est déjà cette notion de gradient social de santé. Donc, il ne s'agit pas, les inégalités sociales ne sont pas juste une différence de santé entre les personnes les plus précaires et tous les autres, c'est un vrai gradient social, un continuum qu'il y a dans la population. Plus, en moyenne, plus la catégorie sociale des personnes est favorisée, meilleure sera son espérance de vie, meilleure sera sa santé. Et donc, si on regarde un peu plus finement, nous sommes ici chez les femmes. L'histogramme, la barre d'histogramme la plus foncée correspond à la catégorie sociale la plus favorisée en termes de diplôme. On peut voir qu'à différentes périodes dans la vie, eh bien, les femmes les plus favorisées ayant le plus de diplômes ont la meilleure espérance de vie. D'accord, ça c'est vrai à toutes les périodes. Et on voit le continuum, le gradient dans la population. Si on met des chiffres maintenant, on voit qu'en 1991-99, l'espérance de vie des femmes les plus favorisées en termes de niveau de diplôme était de 50,8 ans, et celle des femmes ayant le niveau de diplôme le moins favorable était de 46 ans. Alors que si vous prenez la dernière période, tout à votre droite, l'espérance de vie des femmes les plus favorisées en termes de diplôme est de 52,8 ans,
versus 47,2 ans pour les femmes ayant un niveau de diplôme plus bas. Alors ce schéma vraiment est interpellant, parce que ça veut dire qu'en termes de différence absolue, en fait, l'écart d'espérance de vie augmente dans le temps en France entre les femmes les plus diplômées et les femmes les moins diplômées. Ah, ça, c'est déjà assez troublant. Mais continuons à regarder. Chez les hommes, on a des tendances similaires. On voit bien le gradient dans l'espérance de vie, peut-être un peu moins marqué. Et alors, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les États-Unis, parce que c'est incroyable. Vous avez sur ce schéma, donc, de manière similaire, l'espérance de vie à la naissance des hommes. Là, ils sont classés en niveau de richesse, les 10% les plus riches, les 10% suivants, les 10% suivants, etc. Donc, vous avez l'évolution de l'espérance de vie chez les hommes. La courbe bleu clair tout en haut sont les hommes les 10% les plus riches de la population aux États-Unis. Et en bas, l'évolution de l'espérance de vie des hommes, les 10% les plus pauvres de la population aux États-Unis. Et donc, on voit bien que les riches ont une espérance de vie qui augmente et les personnes plus pauvres qui stagnent ou qui augmentent un petit peu moins. Et alors là, accrochez-vous bien, les femmes. Alors, ça donne ça. En fait, ça donne que pour les femmes, les 10% plus riches ont une espérance de vie qui augmente dans le temps. Les 10% plus pauvres, et aussi celles du dessus, ont une espérance de vie qui se dégrade dans le temps. Alors, est-ce que la France va aller vers le modèle des États-Unis? Je ne sais pas. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'en France, il y a une différence qui se creuse d'état de santé entre les personnes plus favorables socialement et les personnes les moins favorables socialement, et ça suivant un continuum qui traverse toute la hiérarchie sociale. On pourrait donc penser raisonnablement qu'on peut, peut-être via le système de soins, peut-être à travers ces acteurs de soins primaires, eh bien, prendre en compte de façon éclairée et dans la limite de ce que l'on peut faire, ces déterminants sociaux dans notre pratique pour essayer d'améliorer la santé de tous. Voyons cela. Donc, une hypothèse que l'on fait ici dans cette plénière, mais pas que, c'est qu'un système de santé de qualité, bien organisé, distribué correctement et justement, donne toutes ses chances à la population d'améliorer son état de santé. Donc, on me parlait de données récentes. Il y a quelques semaines, quelques mois, est sorti cet article. En France, y a-t-il un lien entre la mortalité dans les cancers et l'accès aux soins primaires? C'est une très, très belle étude sur près de 152 000 personnes atteintes de cancer. Et la conclusion qui est à votre droite en français est que les patients ayant un moins bon accès au système de soins primaires, qui est mesuré par les distances au médecin, pour aller chez le médecin généraliste, etc., ont un risque augmenté de décès par cancer du sein, du poumon, colorectal, du foie, ce qui représentait près de la moitié de l'échantillon de patients. On commence à sentir l'importance d'un système de soins avec un bon niveau d'accès aux soins primaires, un bon niveau de prévention, un bon niveau d'organisation. Une autre étude que je ne commenterai pas, qui m'a été soufflée par Stéphanie Sidorkiewicz, qui est peut-être dans la salle, qui montrait, en modélisant aux États-Unis, faut-il investir dans les soins primaires, que si on augmente la densité de médecins généralistes pour 100 000 personnes,
Mais en fait, on augmente l'espérance de vie des personnes de manière supérieure à si on augmente d'un spécialiste d'organes la densité de professionnels de santé dans cette même région. Je vous laisserai lire l'étude. C'est pour insister sur le fait qu'en fait, nous, acteurs de soins primaires, au plus proche de la vie des patients, des communautés dans lesquelles ils vivent et connaissant au mieux les familles, avons un rôle à jouer. Si on continue en regardant, ça a été modélisé plusieurs fois, là c'est une façon de le présenter, ce qui influe sur la santé des personnes. Alors, on voit qu'en bas, si on commence par les pieds, 20% de la santé des personnes est liée à l'organisation du système de santé, accès aux soins, parcours de soins, etc. 30% est lié au comportement individuel, le tabac, l'alcool, l'exercice physique, l'alimentation, etc. 10% à l'environnement physique, qualité de l'air, la pollution de l'air, est-ce qu'il y a du plomb, est-ce qu'il y a des moisissures, quel est le milieu, est-ce qu'il y a des espaces verts. Et enfin, 40% est lié aux facteurs socio-économiques, le niveau d'études, le statut professionnel, etc., mais aussi le réseau social, les revenus et tout ça. Donc, nous, professionnels de santé, de soins primaires, si on intervient dans l'accès et le parcours de soins, si on intervient dans les comportements de prévention pour lutter contre le tabac, l'alcool, la sédentarité, si on prend en compte l'environnement de vie, la qualité de l'air, les moisissures, les personnes enceintes, les personnes ayant de l'asthme, etc. Et si on s'intéresse aux déterminants sociaux plus généraux, par exemple, est-ce que ma personne âgée peut être entourée socialement pour rester à la maison? Donc, si on intervient dans tous ces domaines qui déterminent la santé des personnes, eh bien, je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'on a un rôle, pas si petit que ça, on a un rôle très significatif possible sur le maintien de la santé. Alors, nous, ce rôle-là, comment le modéliser? On l'évalue assez intuitivement dans le colloque singulier. Vous connaissez bien sûr les compétences du médecin généraliste. Un avis du conseil scientifique du Collège national des généralistes enseignants l'année dernière parlait de l'approche centrée patient. Et donc cette démarche clinique qui est basée sur quatre approches, celle de prendre en compte le patient dans son environnement social, psychologique, prendre en compte ses perspectives, prendre en compte les perspectives du médecin et la décision médicale partagée. Ça, c'est une façon de prendre en compte les déterminants sociaux dans l'approche individuelle. Mais si on dézoome un peu, en fait, les médecins généralistes peuvent prendre en compte les déterminants sociaux de diverses façons différentes. Le Collège de la médecine générale a édité un guide avec une centaine de propositions réparties en 24 thèmes que vous pouvez trouver sur leur site. Il y en a également qui sont imprimés ici si vous le souhaitez et qui permettent de modéliser cela. Si on est dans la relation individuelle, on peut considérer, en s'inspirant de la métaphore d'un trampoline, qu'un individu est soumis toute sa vie à des sollicitations socio-professionnelles permanentes. Il doit s'habituer à rebondir en toutes circonstances. Encore faut-il que les élastiques soient serrés de bonne qualité. Eh bien, de manière similaire, on peut imaginer qu'un individu en consultation a besoin d'attaches solides et de qualité dans 4 domaines. Sa vie socio-affective, est-ce que ce patient est isolé? S'il n'est pas isolé, quelle est la qualité des relations qu'il a avec son entourage? On sent venir, oui, l'isolement, les violences, etc. Est-ce que ce patient a un travail? Si oui, quelle est la qualité de ce travail et toutes les expositions qui sont liées? Est-ce que ce patient a un habitat? Quelle est la qualité de l'habitat? Et est-ce que ce patient peut accéder
au système de soins de santé? A-t-il une complémentaire santé, une littératie en santé suffisante, etc. Et donc, on voit venir peut-être, à travers l'étude des 4 domaines pour chaque patient, eh bien, les principales dimensions pouvant intervenir favorablement ou défavorablement sur un état de santé. Et alors, les médecins généralistes peuvent intervenir de façon individuelle. Ils peuvent aussi s'organiser au niveau de leur structure de soins à prendre en compte les déterminants sociaux de la santé, en proposant par exemple des consultations sans rendez-vous pour favoriser l'accès à des consultations, en ayant une équipe, bien sûr en augmentant l'offre de soins. Les étudiants se forment avec nous et sont des professionnels très précieux et compétents pour accueillir les patients avec du temps dédié. Donc on peut également intervenir dans les structures de soins. On peut intervenir au niveau territorial et vous allez voir que plusieurs présentations se rapprochent à cette idée-là au niveau de nos CPTS pour réussir à prendre en compte les déterminants sociaux de la santé sur une approche communautaire et avec les ressources intégrées dans l'environnement dans lequel nous exerçons. Et enfin, nous pourrons prendre en compte ces déterminants sociaux sur un plan national à travers nos plaidoyers, à travers nos témoignages, l'édition de recommandations, nos travaux de recherche et tout ce que l'on fait pour essayer de faire changer les pratiques. Nous en reparlerons. Donc, finalement, ces 4 niveaux d'intervention, sont-ils réalisables? Sont-ils acceptables, pertinents, applicables? Donc, la réponse partielle va arriver dans quelques semaines. En attendant, je peux vous dire qu'en termes de pertinence, oui, les recommandations proposées sont pertinentes. On peut s'adapter dans un monde idéal. On aimerait tout faire dans la limite de nos compétences pour prendre en compte ces déterminants sociaux. En termes d'applicabilité, là, c'est différent. Nous sommes quand même dans un exercice isolé globalement du monde social, même si beaucoup d'initiatives ont lieu et vont vous être présentées tout à l'heure. Et donc 50% des propositions ont été jugées, oui, très pertinentes, mais pas ou peu applicables dans le système de soins actuel. Mais il y a des perspectives de changement et d'amélioration. Et donc voici, je vous laisse à la suite de la session et nous pourrons clore ensemble avec les éléments de réflexion.